Des jumeaux obèses, victimes d'intimidation, un père violent et autoritaire, des ingrédients plutôt explosifs pour de jeunes enfants qui ne voient alors qu'un seul refuge, leur sosie. Cependant, l'un d'eux, ayant un caractère plus violent, a une mauvaise influence sur l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe quand les deux se croient au-dessus de la loi? Pas de corps, pas de crime, telle semble être leur devise, mais on laisse toujours des traces derrière soi et surtout des témoins. Aujourd'hui, l'histoire choquante de Pete et Pat Bondurant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, comme vous avez pu entendre, on a encore une histoire de jumeaux criminels à vous raconter. Mais avant de se lancer dans l'histoire, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un geste rapide, facile, gratuit et qui fait du bien. Donc maintenant, lançons-nous notre vidéo. L'histoire qu'on a pour vous aujourd'hui s'est déroulée à Elkton, au Tennessee. C'est là que les deux jumeaux, Pat et Pete Bondurant, ont grandi. Ils sont nés le 4 avril 1955 dans un village où tout le monde connaît tout le monde, où les gens vont à l'église et où on ne barre même pas la porte de sa propre maison. C'est donc vraiment un endroit très tranquille où on se sent en sécurité. Mais Pat et Pete Bondurant ne sont pas comme les autres enfants de leur âge à cause de leur surpoids. Pour avoir été enfants et adolescents, on sait tous que les jeunes peuvent être cruels entre eux et surtout envers ceux qui sont plus vulnérables et qui sont différents. Donc, comme vous pouvez imaginer, Pat et Pete sont un peu des proies faciles pour les autres enfants à cause de leur poids. En plus, leur père est un contracteur militaire. Il est très sévère avec eux. Il arrive même parfois qu'il les bat pour les discipliner. Donc, Pat et Pete ne sont pas proches de leur père, ils n'ont pas d'amis, ils se sentent un peu seuls au monde et ils se tournent naturellement l'un vers l'autre. Mais les jumeaux vont très vite comprendre qu'ils peuvent se servir justement de leur attribut physique à leur avantage. Ils vont grandir, ils vont devenir assez costauds, assez carrés. Ils vont comprendre qu'ils vont commencer à faire un peu peur aux autres. Et ils vont jouer avec ça, même que Pete va se battre d'ailleurs avec d'autres enfants. C'est lui qui devient un peu plus violent, si on peut dire. Son frère, lui, est toujours un petit peu... Il est là, mais il est toujours un peu derrière. Imaginez-vous quand même deux jumeaux assez costauds, assez forts. On n'a pas trop envie de se mesurer à eux, mettons. Les jumeaux se séparent pour la première fois à 18 ans, tout de suite après leur graduation. Pat décide d'aller étudier dans un collège local, mais arrête après seulement 1 an pour travailler dans une entreprise du coin, une usine qui travaille le caoutchouc. On ne sait pas trop ce qu'il fait vraiment à l'usine, mais on sait que c'est un bon travailleur. Il travaille bien, il aspire à avoir une vie normale, une vie rangée. Et lui, qui plaisait pas vraiment aux filles avant, va quand même faire la rencontre d'une jeune femme appelée Denise. Et la rencontre est quand même assez bizarre, si on peut dire. Denise va percuter sa voiture par derrière sur la route. Et entre les deux, ça va être vraiment le coup de foudre. 3 ans plus tard, ils vont même se marier et tout aller vraiment pour le mieux pour eux, jusqu'à l'arrivée de Pete dans leur vie. Pete, lui, après ses études, n'a pas vraiment de but précis. À ce qui paraît, il aurait conduit des camions à un moment et il aurait aussi occupé plein d'autres petits emplois à Cincinnati, dans l'Ohio, où il aurait habité avec 2 colocataires masculins. Un soir, les choses vont vraiment mal tourner à l'appartement et les policiers vont être appelés sur les lieux. À leur arrivée, ils retrouvent Pete, un couteau ensanglanté à la main, qui leur dit « c'est moi qui l'a fait, arrête pas de répéter ça ». Et quand les policiers rentrent dans l'appartement, ils découvrent 2 corps, le corps des 2 colocataires. Les 2 hommes sont ensanglantés. L'un d'eux a reçu pas moins de 40 coups de couteau. Et dans l'appartement aussi, ils retrouvent 2 jeunes femmes. Ce sont les copines des 2 hommes en question.
Et elle leur affirme qu'elle faisait la fête avec leurs copains et Pete et qu'elles avaient quitté l'appartement à quelques minutes juste pour aller chercher des cigarettes à côté. Et quand elles étaient revenues, elles avaient retrouvé Pete un couteau à la main et leur copain blessé. Elles s'étaient précipitées sur eux et heureusement pour elles, Pete est sorti de l'appartement pour se livrer à la police. Pete va plaider l'homicide involontaire en disant que les deux hommes ont profité de l'absence de leur copine pour lui faire des avances et abuser de lui. Mais il va être prouvé que l'un des deux hommes dormait durant l'agression, donc l'homicide involontaire va un petit peu tomber à l'eau. Malheureusement, l'un des deux va perdre la vie et Pete va être condamné à faire 7 à 10 ans de prison dans l'Ohio. Mais souvenez-vous, Pete n'est pas originaire de l'Ohio, mais bien du Tennessee. Donc, il va appliquer et obtenir la permission de retourner au Tennessee pour sa libération conditionnelle. Il ne fera que 5 ans de prison. Pete va bien sûr trouver refuge auprès de son jumeau Pat et de sa femme Denise dans leur maison de ferme. Denise n'est pas très contente de la présence de Pete chez eux parce qu'elle sait qu'il a une mauvaise influence sur son mari. Comme de fait, elle voit doucement son mari changer petit à petit. Pete entraîne Pat de nouveau dans l'univers de la drogue. Les deux frères en avaient d'ailleurs vendu étant plus jeunes, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Comme toujours, leur énorme carrure et le fait qu'ils soient deux effraient la concurrence. Il paraît qu'ils pesaient 136 kilos, ça c'est à peu près 300 livres chacun, donc c'est vraiment énorme. Et c'est évident que c'est Pete qui est le leader des deux, partout où il va, Pat le suit. Et ça prendra pas beaucoup de temps avant que Pete entraîne son jumeau beaucoup plus loin. Gwen Duggar est une amie de Denise et une jeune mère monoparentale de 23 ans. Elle a un petit garçon d'à peu près 2 ans et demi. C'est une belle femme, blonde, petite et joviale. Le soir du 30 mai 1986, Gwen est de passage à la maison de Denise et Pat pour récupérer la voiture de son frère Ken, qui d'ailleurs l'accompagne. À la maison, il y a d'ailleurs une fête, il y a beaucoup de monde, de la musique, de l'alcool et bien sûr, Pete est aussi de la partie. Gwen parle beaucoup aux jumeaux, elle les trouve vraiment sympathiques et au bout d'un moment, elle décide de rester. Elle dit à son frère de ne pas l'attendre, que les jumeaux vont la raccompagner après la fête. Et vous l'aurez deviné, comme Pete et Pat travaillent dans le domaine de la drogue, bien sûr, il y en a au party. Et Pete ne va pas se gêner non plus pour en donner une grande quantité à Gwen. On ne sait pas si c'était intentionnel ou pas. Je pense que la jeune femme était quand même consentante. Mais elle va tellement en prendre qu'elle va tenir des propos incohérents et va peiner à tenir debout à un certain moment. Et Pete, qui ne l'a pas lâché des yeux de la soirée, lui va profiter de ce moment-là pour l'entraîner dans les toilettes avec lui et bien sûr abuser d'elle. Pat remarque évidemment le manège de son jumeau et lui aussi il décide de profiter de la jeune femme. Donc aussitôt Pete sorti des toilettes, il entraîne Gwen dans une autre pièce de la maison pour lui aussi profiter d'elle. Mais Pat semblait oublier que sa femme était aussi du party et au bout d'un moment, Denise le cherche partout et finit par le coincer dans la pièce avec Gwen. Elle va rentrer dans une colère monstrueuse, on peut la comprendre. Elle va finir par partir de la maison en claquant la porte. Elle va revenir au bout d'à peu près 1 heure pour retrouver Gwen encore au salon. Les autres invités sont partis. Elle va tenter de la relever et de la faire partir, mais Gwen est tellement intoxiquée qu'elle peine à tenir debout, que ses propos sont encore incohérents et elle nage encore dans la brume. Et c'est là que les choses vont vraiment dégénérer. Si Denise était dégoûtée par son mari, elle va vite découvrir qu'il peut faire vraiment bien pire. On ne sait pas si c'est lié au mélange d'alcool ou de drogue, mais Pat va surgir derrière sa femme et lui proposer quelque chose de vraiment bizarre. Il lui tend une hache. Il tend le manche à Denise, elle ne comprend pas pourquoi il fait ça. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de ça, et ce sont ses mots. Pat va alors lever lui-même la hache au-dessus de sa tête et va l'abattre sur la tête de la pauvre Gwen devant Denise.
Malheureusement, pour la jeune maman, elle ne va pas décéder sur le coup et Pat va s'acharner sur elle. Ça va être une vraie boucherie. Il va asséner plusieurs coups de hache sous les yeux horrifiés de sa femme Denise, qui, elle, est vraiment sous le choc. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Son mari est en train de tuer quelqu'un devant ses yeux. Donc, elle a peur pour sa vie, elle a peur d'être la suivante et on peut la comprendre. Pour se sauver, ce qu'elle va trouver comme idée, c'est d'arrêter son mari, de le stopper dans son élan. Et comme il est éclaboussé de sang, elle va proposer d'aller le nettoyer à la salle de bain. Pat va la suivre et croyez-le ou non, Gwen, à ce moment-là, est encore vivante. Elle n'est pas encore morte. Et c'est Pete qui va aller abréger ses souffrances en lui tirant 2 balles dans la tête. Le lendemain, le 31 mai 1986, Pete et Pat transportent le corps mutilé de Gwen dans des sacs à vidange pour ensuite le faire brûler dans un grand baril sur le bord de l'eau. Et pour dissimuler le corps, ils jettent aussi plein de trucs dans le feu. On retrouve des parties de divan, des ressorts, des vêtements, bref, plein d'affaires pour dissimuler le corps de la jeune femme. Ils vont ensuite prendre les cendres pour les jeter dans le ruisseau derrière la maison de ferme de Pat et Denise. Et pendant qu'ils font tout ça, Denise, elle, s'occupe de nettoyer la maison. Elle est sous pression car les jumeaux lui disent que si elle parle, ils lui mettront le meurtre sur le dos et ce serait vraiment facile vu qu'elle a surpris son mari en train d'avoir des rapports sexuels avec Gwen. Denise finit par partir de la maison après une grosse dispute avec Pat qui l'aurait violentée alors qu'elle est enceinte de lui et elle va se réfugier chez sa sœur. Les jumeaux sont donc de nouveau seuls ensemble et Pat ne va vraiment pas bien du tout. Depuis le départ de sa femme de la maison, il est en dépression et tout le temps en rogne. Et il y aura malheureusement une autre victime à sa colère. À l'automne 1986, Pat rentre chez lui après une soirée dans un bar et il ne trouve plus son portefeuille. Comme les employés du bar ne l'ont pas retrouvé, il s'emporte. Il pense que c'est son ami et collègue de longue date, un certain Ronnie Gaines, qui lui a volé car il a des problèmes d'argent depuis longtemps. Le 17 octobre de la même année, Pat va s'inviter chez ce Ronnie en question pour une soirée bière, pizza et jeux de cartes. Une soirée tout à fait banale pour Ronnie, qui ne voit pas le mal venir. Et au courant de la soirée, Pat va ramener le sujet de son portefeuille volé. Et Ronnie va dire que c'est pas lui, qu'il n'y a rien à faire là-dedans, qu'il n'a pas volé le portefeuille de son ami. Et là, Pat va exploser. Il va prendre la chaise la plus proche de lui et va commencer à frapper violemment son ami avec. Il frappe, tellement que la chaise perd des bouts, elle se brise en quelque sorte. Il paraît qu'à la fin, il ne restait qu'un petit morceau de chaise dans les mains de Pat. Ronnie, lui, va décéder sous les coups. Il n'a eu aucune chance contre lui. Pat appelle ensuite Pete pour l'aider à nouveau à dissimuler le corps. Comme ils ont réussi une première fois, ils se croient invincibles. Pas de corps, pas de crime. Ils vont placer le corps du pauvre Ronnie dans la baignoire où ils vont le découper avant de placer les membres dans des sacs à vidange. Pour détruire la scène de crime, ils vont placer une chandelle sur le lit près de choses inflammables. Et bien sûr, la maison va être détruite par les flammes. Encore une fois, ils utilisent le feu. Ils se rendent à une petite maison appartenant à leurs parents et vont y rester plusieurs jours. Et pendant cette période, ils vont brûler le corps de Ronnie Gaines. Pat a même l'audace de contacter sa femme Denise pour qu'elle vienne les rejoindre quand ils brûlaient le corps. Ils vont même le brûler une seconde fois à la maison de Pat, toujours devant Denise et un de leurs amis, un certain Rodney Randolph. En 1990, il n'y a toujours pas d'avancement dans les 2 affaires de disparition, soit celle de Gwen Duggar et celle de Ronnie Gaines. Et c'est évidemment Denise qui fera avancer les 2 affaires. La police obtient l'information d'un informateur inconnu que la jeune femme est enfin prête à parler après 4 ans. Comme Denise est impliquée pour avoir nettoyé une scène de crime et pour avoir aussi retenu de précieuses informations,
Elle a vraiment peur, elle a peur de se retrouver en prison et elle demande aux policiers de ne pas la poursuivre en échange de ses aveux. Et aussitôt que la police lui promet, elle raconte tout. Elle conduit les policiers à la maison qu'elle a partagée avec Pat. Les jumeaux n'y habitent plus depuis un certain temps. L'histoire ne dit pas vraiment où ils sont à ce moment-là, mais ils ne résident plus à la maison. Les recherches commencent, on prélève des échantillons, on fouille l'endroit où Denise pense que les jumeaux ont brûlé le corps de Gwen Duggar. On examine la maison de fond en comble. Des échantillons de sang sont aussi prélevés dans la maison grâce à un procédé qu'on appelle le luminol. Mais comme la maison est vieille d'à peu près 100 ans, c'est difficile de dire avec certitude à qui il appartient. Et aussi, durant les recherches, on trouve préférable d'arrêter Pete et Pat pour ne pas qu'ils fassent une autre victime ou qu'ils ne s'en prennent à Denise. Mais les échantillons trouvés et recueillis ne seront pas assez concluants. Et faute de preuves pour la disparition de Gwen Duggar, on va se tourner vers celle de Ronnie Gaines. Denise va conduire les policiers au petit chalet appartenant aux parents des jumeaux. Et sur le terrain en question, les policiers vont prélever, ils vont trouver des fragments d'os appartenant à Ronnie Gaines qui prouvent qu'il a été tué de façon assez brutale. Encouragés par ces découvertes, les policiers vont alors décider de retourner à l'ancienne maison de Pat et Denise pour pousser les recherches encore un peu plus loin. Et ça va payer parce qu'ils vont finir par trouver un petit bout de soulier avec un épingle de bébé épinglé dessus. Et des proches de Gwen Duggar vont dire que c'est vraiment les souliers qu'elle portait en permanence et que l'épingle en question était une référence à son fils. Le procès pour le meurtre de Gwen va commencer le 18 mars 1991 au Gill County Courthouse. Denise va témoigner contre son mari et son beau-frère et va raconter en détail les derniers moments de la vie de Gwen. D'ailleurs, le soulier avec l'épingle vont être présentés et les gens vont avoir vraiment de la misère à croire que c'est tout ce qu'il reste de la jeune femme. Au 6e jour, les membres du jury délibèrent jusqu'à 11 heures et condamnent Pete et Pat Bondurant coupables. Le corps n'ayant pas été retrouvé, le juge leur donne seulement une peine de 25 ans de prison. Pour le procès de Ronnie Gaines, il se déroule au Marie County Courthouse le 2 décembre 1991, soit à peu près 9 mois après celui de Gwen Duggar. Pat est accusé de meurtre au premier degré. On le déclare coupable. Il décide de faire appel, mais on le recondamne à la même peine. Sa sortie de prison est censée être pour 2069. Il paraît qu'il était éligible à la libération conditionnelle en 2019, mais on n'a rien trouvé sur ce sujet-là. Donc on suppose qu'il va vraiment passer sa vie derrière les barreaux. Quant à son frère Pete, il a été éligible à la libération conditionnelle en décembre 2016. Il avait 61 ans. On ne sait pas vraiment où il vit en ce moment ou ce qu'il fait. De toute façon, ayant purgé sa peine, il n'a pas de compte à rendre à personne. On ne sait pas ce que vous en pensez, mais Mélie et moi, on est un peu partagés au sujet de Denise. On se dit qu'elle aurait dû parler bien plus tôt. À 4 ans, c'est quand même long. Et les jumeaux auraient pu faire d'autres victimes entre-temps. Peut-être qu'il y en a eu d'autres et que les corps n'ont jamais été retrouvés. Mais l'important reste quand même qu'elle ait parlé, parce que si elle n'avait pas parlé, on n'aurait jamais pu arrêter et inculper les jumeaux, parce que pas de corps, pas de crime, comme il le disait si bien. Bref, c'est ce qui met fin à l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner ou de nous laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!